Eh bien, bonjour à tous. Pour le coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite émission test avec Florent de DevQuest, Sébastien et Benoît. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de tester un petit format pour le coup de podcast un petit peu vidéo et puis voir après par la suite si on vous prépare une émission spéciale pour DevQuest. L'objectif aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu d'un sujet autour des événements, en quoi les événements un petit peu comme DevQuest, DevFest sont intéressants, pourquoi il faudrait s'y intéresser et surtout essayer de partager ça au travers des expériences de Benoît et Sébastien en tant que sponsor, en tant que participant pour le coup et puis en tant que speaker aussi pour Seb. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Florent? Non, mais tu as bien résumé. Je suis très content du coup d'être là, et de pouvoir du coup échanger avec vous, parce que vous avez deux aspects, deux facettes du coup des événements IT, et ça va être vachement intéressant. On ne pourra pas tout aborder, mais c'est vraiment votre ressenti, ce qui vous porte vraiment lors de ces événements, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Exactement, mais je pense que c'est plutôt bien introduit et on va essayer de vous présenter un par un. Je te laisse te présenter Seb. Ouais, donc Sébastien Prunier, moi je suis développeur, je crois que j'arrive dans ma 20e année, là. Ça fait mal. Ouais. Donc, je travaille chez Serly depuis 2013 je m'intéresse au conf depuis 2009 maintenant, mon premier Java User Group sur les interfaces riches à l'époque. Voilà, et puis depuis j'ai pas arrêté quoi. Ça commence depuis 2009, donc pas mal d'expériences à partager sur Mais cette émission, ça va être cool. hâte d'en discuter et Benoît, toi, présente-toi. Eh bien, Benoît Manœuvrier, alors moi je suis un peu plus noob que Seb sur la partie conf, mais je suis un ancien développeur aussi. Et ça fait 15 ans que je suis plutôt parti sur l'entrepreneuriat et la partie business. Donc du coup, ravi d'être là et d'échanger tous ensemble. Ouais, je pense que ça va être intéressant en plus d'avoir ta vision de sponsor aussi parce que c'est pas le genre de personnes qu'on voit assez souvent dans des présentations comme ça. Et je pense qu'on peut rentrer déjà dans le vif du sujet. Hein. Effectivement, Pourquoi participer à un événement en fait? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne envie et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à participer à des événements, la globalité? Non, en tant que participant, ouais. Comme ouais. vous voulez. Ouais, alors en tant que participant, il y a plein de bonnes raisons. Déjà, ça permet de sortir un peu du quotidien. Voilà, quand on a la tête dans le guidon sur les projets, c'est bien de prendre du recul, d'aller voir d'autres choses, d'autres technos que ce qu'on fait au quotidien, justement. Et puis faire de la veille. Voilà, c'est quand même une bonne occasion. Il y a souvent plein de diversité dans les sujets des confs. Donc côté veille et puis côté réseau, rencontrer du monde qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps. Dans la vraie vie, pas que via des visios ou des vidéos YouTube. Voilà, donc c'est ça, c'est apprendre, se détendre, faire des connaissances. Voilà. Plutôt ça en tant que participant. Ouais. Ok. J'avais une petite question justement par rapport à la participation. Est-ce que toi, dans ton ressenti, toutes les boîtes sont logées à la même enseigne pour accorder du temps justement aux développeurs, du coup, pour qu'ils puissent participer à ces événements-là? Des fois, d'une boîte à l'autre, on a un engouement du coup pour ces événements tech. Est-ce que dans tes connaissances, tu as pu déceler des choses comme ça, Alors, des engouements, ouais. Alors nous, chez Serly, c'est très prégnant. Chez Serly, à la fois en tant que participant, en tant qu'organisateur aussi, hein, le Jog Summer Camp pour ceux qui connaissent, beaucoup de conférenciers, et ça fait partie vraiment de l'ADN de la boîte, quoi. On nous incite à participer à des confs, on fait ça aussi, on fait des préparations en interne, comme Zenica aussi, je crois qu'il y a ça en interne pour se mettre le pied à l'étrier, c'est super sympa. C'était pas le cas dans ma boîte d'avant, par exemple. C'était moins le cas. Moi, j'ai souvenir d'avoir payé mon billet pour Devox, hein, déjà, ce qui n'arrive pas à Serly, voilà. Je pense qu'il y a des boîtes où il y a plus de dynamisme autour des confs que dans d'autres, quoi. D'accord. Et du coup, toi, au final, c'est surtout une envie personnelle qui t'a donné envie de participer à des événements. C'est pas trop ton entreprise qui t'a poussé là-dessus. C'est que toi, après, derrière, vu que tu aimais bien ça, tu l'as peut-être mis en place dans ta boîte ou... Non. Après, dans ma boîte d'avant, ou Serly, Ouais, quand tu as Serly, commencé les confs, quoi. Au début. quand j'ai commencé les confs, Ouais. non, c'était vraiment une curiosité personnelle. Ouais, Hein. ok. J'étais vraiment le premier à assister au Jug parce que là où j'étais en mission à IMA, en l'occurrence, il y avait des gens
qui étaient speakers et qui m'ont dit il faut que tu viennes, viens voir, c'est cool, etc. Voilà. Ouais. Puis on vient de rencontrer des gens que moi je considère un peu comme des dieux, Ouais. tu vois. Et donc, tu vois, les rencontrer en vrai, discuter, il y avait un côté un peu magique, quoi. Et après, du coup, quand tu as commencé à faire tes premières expériences en conférence, ça a été un choix qui a orienté, on va dire, tes choix de tes nouvelles boîtes par la suite, justement, avant d'être chez Serly, du coup. C'était pas forcément déterminant ou ça a été un critère? Non. Ok. Non, pas avant, non. Ok. Serly, je suis pas arrivé chez Serly pour ça. Non. Après, c'était cool, mais c'est pas ça qui m'a fait aller Ok. chez Serly. Mais Ok. voilà. Non, c'est cool. Et toi, du coup, Benoît, tu disais que tu avais moins d'expérience dans les conférences, donc tu as moins participé à des confs, tu as découvert ça tardivement. Raconte-nous un peu. Tardivement, pas forcément, mais j'ai pas forcément pris beaucoup de temps pour le faire. Mhm. Mais j'ai fait plus d'autres types d'événements, moi aussi, plus des meet-up ou des choses comme ça. Donc c'est quand même un peu un format différent que dans des salons purs. Oui. Purs, mais j'ai fait beaucoup toujours de meet-up, de réseau, pour plusieurs choses. Déjà, faire ta veille, apprendre sans chercher, réfléchir, te caler derrière un bouquin. Là, t'as pas le choix, tu y es. Je trouve que le physique, c'est vraiment bien pour ça. Évidemment, le réseau, connaître des gens, rencontrer les gens qui ont créé des choses, voir aussi comment ça évolue, la vision de ceux qui présentent et des retours d'expérience. Moi, j'aime bien les retours d'expérience, voir ce que ça a vraiment apporté. Parce qu'après, on peut nous vendre tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce que ça apporte. Ce que j'aime bien aussi dans ces événements, c'est que c'est toujours convivial. Il n'y a pas de prise de tête, tu viens comme tu es, tu passes un moment sympa, tu peux parler avec ton voisin que tu connais pas, tiens, tu viens d'où, tout le monde est accessible, du speaker, l'organisateur, les sponsors, tout le monde est plutôt accessible. Ok. Et toi, du coup, tu as découvert au final le monde des conférences quand tu étais développeur ou après, une fois que tu avais créé ta boîte? Plutôt après, en tant que commercial, ingénieur d'affaires, ouais, Ok. où j'ai plus participé un petit peu à certains événements. Et surtout quand j'ai monté ma boîte, Wiki, puisque Wiki, ça s'appelle Wiki, donc si on comprend le jeu de mots, c'est quand même une idée du partage. Et donc dans nos valeurs, ça fait partie de partager les informations, d'essayer de faire grandir tout le monde ensemble et d'avancer. Donc c'est pour ça que quand on nous a parlé du DevQuest, on y a été directement en tant que premier sponsor pour donner cette possibilité, cette visibilité et acculturer le maximum de monde. Donc un peu comme chez Serly, mais c'est un peu différent. Nous, on a des équipes qui ne sont pas forcément techniques en interne, qui sont plutôt d'accompagner les consultants dans leur épanouissement sur la partie tech. Donc du coup, par contre, typiquement, toutes les équipes, on leur dit, vous voulez aller à des événements, vous y allez. Enfin, il n'y a aucune limite. À Junior, par exemple, quand ça s'est lancé, ça faisait partie de la culturation des RH, de toutes les personnes, même la partie administrative, on les invite à venir pour découvrir ce genre de choses. Donc nous, on est hyper ouvert là-dessus. Et évidemment, on y va aussi avec des consultants, on fait des confs avec des consultants, mais on les met plutôt en lumière plutôt que se mettre nous en lumière. Moi, je fais une conf. C'est pas un exercice forcément simple, en tout cas, il faut être bien à l'aise avec ça, aimer la représentation. C'est quand même un challenge. Ouais. Donc, félicitations parce que t'en fais pas mal. Et c'est un vrai travail, quoi. Ouais. Donc nous, on va plutôt accompagner des consultants. Et pareil, quand on est sponsor des événements, on va y aller avec des équipes internes et amener des consultants. Et ça nous arrive aussi de payer des invitations, même si nous, les consultants, sont indépendants. Ça nous arrive aussi de participer à ça. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, j'ai une vas-y. petite question. Comment tu arrives à conjuguer du coup le recrutement avec justement l'ouverture, expliquer du coup vos activités, votre plus-value. Comment ça se passe concrètement sur un stand du coup? Comment tu arrives à conjuguer un petit peu ces deux notions? Alors, Parce que l'idée, c'est de montrer l'attractivité aussi. Ouais, alors c'est vrai qu'on y va en général pour plus, pas forcément faire beaucoup de business, mais plus réassurer ton réseau, être présent, s'assurer qu'on est là, continuer à échanger avec les personnes. Et après, nous, on a un positionnement hyper différenciant. Donc en fait, on travaille avec des consultants indépendants. Notre vision, c'est proposer toutes les opportunités, c'est le consultant qui choisit. Donc derrière, on a un modèle différent et on a créé tout un tas d'activités pour les aider à se lancer s'ils ne sont pas déjà indépendants. Donc en fait, on a tous les partenaires. On est vraiment sur une singularité au niveau du positionnement. On ne va jamais ne pas parler d'une opportunité à un consultant. Et après, c'est à lui d'être le meilleur pour la gagner, quoi. Donc
prend les coachs, on les accompagne. Mais donc, on a un positionnement différent de nos confrères. Donc, en fait... Ouais, c'est spontané, enfin, c'est naturel finalement. Ouais, C'est intéressé voilà, le fait de participer, d'accompagner, de cofinancer aussi certains événements comme ça permet aussi de montrer voilà, notre volonté d'aider les gens à travailler sur ce qu'ils les aiment. Parce que si j'ai arrêté l'informatique, c'est parce que je me suis profondément emmerdé en mission. Non, mais après, au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu des points communs sur ce qui vous donne envie sur les retours. Tu parlais un peu de networking, de visibilité aussi que ça permettait de gagner, de rencontres et tout ça. Et puis toi, en tant que sponsor, c'est un peu pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, toi qui as été speaker dans pas mal de confs, est-ce que tu as d'autres objectifs aussi que tu vois à participer à des confs en tant que En speaker? tant que speaker, alors, faut pas se mentir, hein. Je pense, hein, mais il faudrait qu'il y ait un psy qui nous accompagne, mais je pense qu'il y a une dimension égo. Hein, voilà. On est peut-être dans un métier où on manque un peu de reconnaissance au niveau du développeur, au niveau du dev. Tu vois, c'est-à-dire quand on bosse à fond sur des projets et puis quand ça part en prod et qu'il faut célébrer, on n'est pas trop invité pour boire le champagne. Tu vois, donc, du coup, peut-être que ça flatte un peu notre ego, ça nous donne cette possibilité-là. C'est pas que ça, c'est aussi une histoire de donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien participer pour profiter des retours d'expérience, t'en parlais, c'est hyper intéressant. Donc du coup, partager les miens, ça me paraît naturel. Voilà. Donc ouais, un speaker, c'est plus ça, quoi. Puis c'est le petit challenge. Moi, j'aime bien parler en public. Après, souvent, j'ai tendance ces dernières années à faire des confs plutôt à deux. Ok. Plutôt sur des formats longs, université ou workshop. Pour plein de raisons, déjà à deux, c'est plus sympa à préparer. Et puis c'est des slots où il y a plus facilement de chances d'être retenu dans les CFP aussi. D'ailleurs, il y a des stats qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Jean-François Garot qui a publié un petit article. Et c'est là où c'est le moins encombré. Voilà. Ça demande beaucoup de travail de préparation, mais voilà. Donc, ouais. Et il y a des sujets de prédilection. Est-ce que les sujets que tu as commencé à aborder lors des talks sont différents, enfin forcément différents, mais est-ce que la nature elle change? C'était des projets personnels, maintenant c'est plutôt des projets professionnels, comment ça se passe? C'est souvent lié à des expériences pro quand même. Pro. Après, des fois c'est très tech. Voilà, on a fait des confs sur React avec mon collègue Mathieu, là, voilà, très tech. Et puis on a fait des confs moins tech sur comment bien réaliser son MVP par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc c'est toujours lié à l'informatique, quoi. Ou à la gestion de projet ou autre, quoi. Et à nos expériences, parce que l'idée c'est de capitaliser sur les expériences des derniers mois ou dernières années et de les partager, quoi. Donc c'est souvent lié au boulot. Moi j'ai rarement fait sur des trucs purement perso, quoi. Ouais, mais du coup, au final, ça rejoint un peu ce que tu disais. En fait, tu cherches un peu un équilibre dans le sens où tu y vas en tant que participant pour apprendre des autres, rencontrer d'autres personnes, et du coup, tu te dis, bon, bah, ok, moi aussi, j'ai envie de contribuer un petit peu à ça, parce que ça m'a apporté, du coup, j'aimerais le partager. Ouais, bah, tu vois, je l'aurais pas forcément dit pour nourrir l'ego, c'est plus, tu vois, au final, je suis d'accord sur le fait qu'on cherche un peu de reconnaissance et qu'on en manque dans certaines missions, pour le coup, mais au final, c'est plus... sans parler de la reconnaissance, c'est plus essayer de partager et d'ouvrir le dialogue du coup à d'autres développeurs, à d'autres collègues, pardon. Au final, l'image du nerd développeur qui est tout seul dans sa grotte, c'est pas trop ça, quoi. Non. Okay. Après, moi, si je peux rajouter ma casquette business, je dirais que d'avoir un consultant qui fait des talks, ça fait de la réassurance auprès des clients et ça peut aussi un peu mieux valoriser tes prestations et avoir de la réassurance. Au final, c'est vrai que tout le monde y gagne parce que toi, tu gagnes en visibilité en tant que speaker parce que tu vas découvrir d'autres personnes de la tech qui sont peut-être plus connues que toi ou autres. Mais en plus, c'est qu'avec ta boîte, sur le CV, c'est toujours intéressant parce que en fait, ça montre, tu vois, j'ai partagé des expériences là-dessus, j'ai eu des bons retours sur des confs, des analyses entre guillemets pertinentes, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Au final, même les entreprises, elles sont contentes et ça rapporte aussi en visibilité là-dessus. Et ça peut déclencher des prestats aussi. Tu peux avoir des contacts entrants qui Exactement. viennent, tu fais des échanges, tu dis ok, vous voulez que je vous en dise plus, tac, et après. Moi j'ai une question pour Seb sur du coup, est-ce que vu que tu en as fait depuis ça fait quand même quelques années que tu en fais, est-ce que tu vois que le format ou finalement la structuration des talks a évolué ou elle est toujours la même? C'est-à-dire qu'il y a des formats courts, des formats longs et voilà, on a toujours sur le même schéma. Alors, pour ceux qui veulent
se lancer dans des talks? Est-ce que du coup c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que le format change? Alors, il y a eu alors, je pense qu'il y a quand même des formats classiques qui sont là depuis le début et qui n'ont pas changé. Les formats Quickie, Conf et puis les formats longs, Université ou Workshop, ça j'ai l'impression que c'est toujours resté. Il y a des confs où il y a des formats encore plus courts, là, les Lightning Talk, sur 5 minutes ou des trucs comme ça. Il y a eu ça à Devox. Après, il y a un truc un peu plus récent, et vous le faites avec Craft Records, c'est ça, tous les tremplins. Ça, c'est un peu plus récent, et ça, c'est cool. C'est pour aider les jeunes speakers et speakeuses pour se mettre le pied à l'étrier, s'entraîner, être coaché avant. Voilà. Donc ça, c'est assez récent, quand même, j'ai l'impression. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, après, ça a été fait dans les jugs, ça s'appelait Young Blood au Paris Jug, je crois, à une époque. Voilà. Mais là, je trouve que ça se fait de plus en plus. Et je trouve ça bien. Donc il y a peut-être ça quand même qui a évolué. Ce côté essayer d'être plus ouvert, quoi. Parce qu'il y a eu une époque où c'était peut-être un peu toujours les mêmes speakers rockstar dans les grosses confs et tout ça. Donc voilà, l'idée c'est de venir un peu renouveler, apporter du sang neuf, quoi. Donc c'est bien les tremplins pour ça. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des nouveaux formats qui arrivent aussi, on va dire peut-être un petit peu plus. Enfin, il y a quand même. Alors, ça se voit pas forcément tout le temps dans toutes les confs, mais il y a certaines confs qui changent un peu des autres, avec par exemple des formats un peu de table ronde, tu vois, sur une scène où là il y a plutôt des débats, ou alors des genres de hackathon ou autre, tu vois, qui est un peu plus là-dessus, où c'est encore plus intensif. Après, c'est peut-être pas forcément filmé ou autre, mais c'est d'autres événements qui peuvent être un peu complémentaires avec ça, je pense. Alors, ce qui a changé, c'est peut-être sur les types de sujets aussi, où c'était très très tech et 100% tech il y a quelques années, et là il y a plus d'ouverture, on va avoir des sujets moins tech, de user experience, etc. On va avoir des sujets un peu psycho, enfin tu vois, sur les biais cognitifs, des trucs comme ça, sur des sujets aussi un peu sociétaux, hein, sur l'inclusion des femmes dans la tech, ou en tout cas de la diversité au sens large dans la tech. Voilà, donc ça c'est des sujets hyper importants qu'on n'avait pas à une époque, qu'on a de plus en plus, et ça c'est pas mal ça aussi. Donc il y a de l'ouverture sur les thématiques aussi, quoi. Bah, ça c'est vrai en plus que c'est un axe qu'on essaie vraiment de pousser sur DevQuest, c'est d'essayer d'attirer, on va dire, le plus de profils différents et pas uniquement des devs. Alors après on reste des devs pour la plupart dans l'association et on a envie de parler de dev, mais aujourd'hui on se rend compte que le dev il fait pas que coder quand même. Il peut justement, pour certains lead dev, il va être obligé de un peu de savoir comment organiser une équipe, gérer une équipe, organiser des séances, tu vois, des réunions, des choses comme ça. Puis pareil, aujourd'hui, on peut dialoguer avec un PM, un UX, ou directement avec le métier, ou avec des archives. Ça fait que, en fait, aujourd'hui, il y a quand même plein de choses différentes qu'on est censé faire. Donc, je trouve ça intéressant aussi, tu vois, de varier un petit peu tous les sujets qu'on peut avoir. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il faut quand même que tu restes autour de ta thématique DevQuest pour rester sur la partie dev et autour du dev. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des confs qui sont un peu tout. Tu as du management, management ça peut marcher. Tu as du RH, tu as comment recruter. Maintenant, c'est vrai que tu as vraiment plein de confs différentes, quoi. Après, nous, l'objectif, c'est aussi de voir pour lier, par exemple, avec... En fait, on se rend compte quand même aujourd'hui que les métiers de dev, il s'est un peu éclaté. Tu vois, maintenant, tu as des dev front, des dev back, tu as des ops, tu as des gars de la sécu, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de spécialités différentes. Et aujourd'hui, du coup, tu as moins de développeurs, je trouve, genre il y a 10-15 ans, qui touchaient à tout, qui faisaient vraiment de A à Z jusqu'à l'infra, jusqu'à la livraison en prod et tout. En tout cas, dans les grosses boîtes. Et du coup, en fait, pour attirer aussi des dialogues avec d'autres spécialistes, on va dire, côté Ops et tout, je trouve ça intéressant, tu vois, de varier un peu tout ça, quoi, pour continuer à élargir sa culture. Oui, mais bien sûr. Technique ou organisationnel dans la partie dev, je pense qu'il faut rester sur la thématique parce que ça manque aussi un peu dans le coin de pure conftech. Cette notion de thématique, elle est prégnante dans chaque événement tech. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui rend un événement tech unique? Pourquoi j'irais à un événement tech, Devox, plutôt qu'à à DevQuest, à Niort? Qu'est-ce qui rend unique finalement un événement pour vous? Avec la casquette sponsor, la casquette plutôt speaker, j'ai envie de dire. Donne la parole peut-être déjà à Benoît. Ok. Alors déjà, nous, on est trop petits pour être sponsor à Devox. Déjà, je peux éliminer le... Alors, je pense qu'il y a le côté local qui est important en fait. En tout cas, de Niort, moi je trouve que c'est intéressant, c'est de faire un événement local avec des gens locaux, mais qui peut rayonner et faire venir du monde évidemment.
mais quand même qu'on travaille pour la communauté et qu'on fasse grandir cette communauté en fait. Moi, je pense qu'il faut que ça parte d'un noyau et après ça peut s'étendre. Mais c'est important de bosser sur la partie locale, en tout cas pour ma part. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut garder. Et justement, tu peux orienter tes thématiques en fonction du bassin aussi. Oui. Du coup, le choix finalement de l'événement auquel tu participes, il est dépendant du coup finalement du territoire que tu couvres finalement quelque part. Alors, ça va dépendre enfin si c'est moi personnellement, ça va dépendre de la thématique, de la localisation évidemment. Enfin en tant que sponsor en tout cas, on va pas faire de la pub aux US si on n'y travaille pas, c'est cramer du cash pour rien. Oui. Donc forcément, puis nous dans notre état d'esprit, dans nos valeurs, c'est on participe à la vie du bassin, d'où on est. Ouais. Forcément. Mais moi, en tout cas, en tant que sponsor, ça va être effectivement l'expertise qui est promulguée si on l'a chez nous et la localité. Parce qu'après, l'expertise, on peut la faire à distance aussi, hein, même si c'est pas toujours évident à vendre, on sait la faire à distance. Et en tant que public, ça va dépendre de mes objectifs. Si c'est ma veille perso, ça va vraiment être le sujet. Et bon, il y a quand même les contraintes logistiques, on en a tous, on a des familles, des machins. Oui, bien sûr. De plus en plus quand même contraints à ce niveau-là. Et après, ça va être purement le sujet. Et sinon, ça va être aussi les objectifs business, les cibles qu'on peut avoir aussi, qui est-ce qu'on veut rentrer en contact. Enfin, mine de rien, c'est un événement détendu où on n'a pas de barrière et on peut discuter avec qui on veut si on se débrouille plutôt bien et qu'on le fait d'une bonne manière, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu dis ça dépend, enfin, si ceux qu'on veut rencontrer et tout. Est-ce que du coup, ça peut être décisif potentiellement de sponsoriser un événement en fonction des autres sponsors qui peuvent être présents, si tu veux aller chercher. Oui. Alors oui, typiquement, on a fait le DevFest l'année dernière. C'était notre première fois à Nantes. On l'a fait parce qu'on était les seuls qui avaient un positionnement dédié aux freelance. Et du coup, on avait une singularité parce que là, c'est la jungle. Nous, on est petits à Nantes. Se faire connaître, là on a eu un vrai positionnement différenciant et on a tenté l'aventure. On s'est bien amusé parce que c'était assez sympa en termes de stand, de culture. Et puis je me suis fait avoir par Jean-François, on en parlait tout à l'heure, et Annabelle. Hein, donc voilà, ils sont venus à Niort et ils nous ont convaincus aussi. Ouais. Mais voilà, donc ouais, non, c'était sympa. Mais oui, il faut que j'ai en tout cas, en tant que sponsor, il faut que j'ai un objectif quand même minimum soit de consolider, soit nous, notre siège est à Niort, donc forcément, nous, on est très impliqués pour le Niortais. Oui, au final, en fait, tu cherches pas forcément, enfin, t'as pas un objectif unique en mode recrutement. Non, parce qu'en fait, ça fait partie du jeu, hein, c'est un des objectifs. Mais si tu y vas que pour ça, t'es mort. Moi, j'y vais plus en mode, je donne de l'info, je veux prendre l'info, comme toi, quand tu vois, on y va. Comment je peux t'aider, comment je peux te renseigner, comment machin, on crée un premier lien. Et après, il y a du feeling qui passe ou qui passe pas. Et à partir de là, on fait du rebond et on rappelle et on se recontacte, quoi. Ok. C'est un peu pareil, du coup, vous, côté Serly, à ce niveau-là? Alors, sur la partie sponsor? Ouais, sur la partie sponsor. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, on a une chargée de com qui s'occupe de tout ça. Après, alors nous, on organise une conf. Oui. Voilà. Après, on essaye, en effet, le côté local, forcément, ça joue. Parce qu'on est aussi sponsor de DevQuest. Je ne sais pas si cette année, c'est le cas, mais encore, si. Ouais, aussi. Ouais. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Ça nous paraît important de soutenir les événements locaux. Et puis, il y a Tourentech aussi. Voilà. Après, pareil, stand à Devox, non, financièrement, c'est pas possible. Après, on est au Briscamp à Rennes, donc c'est des confs un peu à taille humaine, quoi. Voilà, on essaye de rester sur cette typologie de conf en tant que sponsor. Et en tant que speaker? En tant que speaker, alors, moi j'ai fait un peu de tout. Alors, c'est vrai qu'on tu as parlé des meet-up, alors c'est vrai qu'il y a le côté meet-up et conférence. Donc, meet-up. Là, ça peut aller dans les deux sens. Des fois, ils peuvent venir te chercher, les organisateurs des meet-up, parce qu'un sujet que tu as présenté à une conf ou un autre meet-up les intéresse, et voilà. Sinon, il y a le côté local, logistique aussi, évidemment. Pas aller à l'Alsace Jug juste comme ça. Oui, il faut qu'il y ait un intérêt. Puis il y a des très bons speakers, j'imagine, dans l'Est de la France qui sont tout aussi intéressants. Sur les confs,
j'avoue que après il y a des petits challenges aussi des fois, quoi, genre d'avoir fait au moins une fois Devox Belgique, par exemple, la conf originelle des Devox, voilà. Ça c'était cool. Après sinon on postule souvent au même qu'on aime bien aussi en tant que participant. Donc Bryce Camp par exemple, c'est une conf qu'on aime beaucoup, voilà, parce que ils n'ont pas trop grossi, ça reste taille humaine. Et on mange bien aussi. Vous l'attendiez, on va y venir. Voilà, donc ouais, les conférences un peu historiques, Devox, on essaye de soumettre aussi régulièrement. En tout cas, voilà, moi j'aime bien soumettre là où j'aime bien aller, quoi, en général aussi. Et quels sont selon toi du coup les ingrédients une réussite. Peut-être parce qu'il est 12h30, c'est pour ça qu'on a faim. Travaille beaucoup. D'une réussite du coup, parce que tu parlais justement de Bryce Camp, qu'est-ce qui fait que c'est plaisant d'y aller finalement? Alors, le cadre peut jouer, peut être sympa, le moment dans l'année aussi, tout ça, le mois de juin, c'est cool par exemple. Voilà. Je trouve, si c'est au bord de la mer, c'est cool. Voilà, si c'est, souvent, il y a le camping des speakers, il y a des trucs comme ça un peu, il y a des trucs aussi. Alors je l'ai jamais fait, mais le snow camp où c'est à la neige et tout. Donc le cadre peut être cool. Si on n'aime pas trop la ville, Devox à Paris, voilà, c'est une conf bien, mais c'est Paris, quoi. Donc après, c'est le programme, et là c'est tout l'enjeu et toute la difficulté du call for paper, et surtout des gens qui sélectionnent dans le CFP. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On reçoit des centaines de sujets avec très peu de slots. Il faut faire un choix pour avoir on va dire de la diversité, de la qualité, laisser la place aux jeunes, mais aussi à des speakers expérimentés, parce que voilà, tu as quand même la garantie que ça va attirer du public. Ça va. Donc il y a ça, il y a qui va la qualité finalement des talks, et puis certains speakers ou speakeuses que tu as envie de voir, voilà, parce que tu sais qu'ils sont doués, et la bouffe. En fait, ça peut paraître con, mais voilà, quand tu manges bien et que la logistique est bien organisée, c'est cool. Si c'est encore une fois, j'aime beaucoup Devox, mais je trouve que voilà, il y a tellement de monde que ça devient compliqué de manger dans de bonnes conditions, quoi. DevQuest c'était petit, alors en plus vous n'avez pas eu de bol l'année dernière, il y a eu un petit incident, on va pas. Voilà. Mais quand ça reste petit, tu peux te permettre de travailler avec des traiteurs locaux, de faire, voilà, nous au Junction Camp on mange à table, on est assis, voilà, t'es pas avec ton sandwich dans un coin et tout. Donc ça joue beaucoup, la qualité, je trouve, du repas, parce que c'est un moment convivial où tu te poses, où tu échanges et tout ça. Donc si tu es dans un endroit un peu stressant et tout, c'est voilà. Moi j'ai une petite question plus en tant qu'orga là-dessus. Est-ce que tu dis que la qualité de la nourriture est importante, est-ce que c'est plus important d'avoir de la bonne qualité de nourriture que de ne pas payer son repas? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des confs où finalement tu te débrouilles, quoi. Ou alors tu payes ton ticket. Ouais, tu peux avoir plein de food trucks et puis finalement tu vas choisir. Je sais pas ça. Peut-être que tu vois, Devox par exemple, je me dis au pire je me débrouille pour aller manger. C'est pas ce qui manque à Paris autour. Ça pourrait être pas mal finalement. Voilà. Bon, je sais pas. Après, ce que j'aime bien sur le Bryce Camp, pour en revenir là-dessus, c'est que parce que prévoir, tu as aussi c'est pas les problématiques, mais est-ce que tu vas prévoir des repas végétariens, véganes, en fait, ils ont fait le parti, Bryce Camp, en tout cas j'y étais l'année dernière, de faire 100% végétarien. Donc en fait de pas se poser la question ou d'essayer d'avoir en amont, tu remplis un formulaire, tu dis tiens, alors je crois qu'ils font ça des Vox, tu choisis, en tout cas les dernières fois que j'y étais, tu choisissais viande, poisson, végétarien, puis tu avais un petit sac de couleurs, etc. Donc ça c'est top de prendre ça en compte dans l'orga. Mais bref, ils se sont dit, toc, on fait végétarien pour tout le monde. Pourquoi pas, c'était très bon. Voilà. Donc ça me va bien. Après, c'est vrai que, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de se dire, si l'endroit où est la conf le permet, parce que si c'est pour que tu aies 3000 personnes qui se retrouvent dans la rue, pour aller souvent manger, c'est un peu le problème. C'est un peu compliqué, quoi. Okay. Puis après, souvent, tu n'as pas beaucoup de temps quand même. Non.
Si tu veux vraiment profiter Ouais, de puis la journée, il y a très peu de pauses. En fait, Ouais, puis le midi, t'as aussi, il se passe des choses. Tu as souvent des quickies ou Ouais, c'est d'autres ça. des confs. Donc en fait, le temps peut être un peu court aussi. Donc c'est peut-être pas si simple. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours un peu un curseur où on essaye de se dire, parce qu'il y en a qui mangent rapidement, il y en a qui veulent prendre le temps de manger, donc on essaye de quand même créer des activités entre midi et deux aussi. Mais après, du coup, on se dit, déjà, ça peut être des périodes où pour des jeunes qui veulent se lancer, c'est mieux de les faire du coup, entre midi et deux, parce qu'il y a moins de monde, donc ça fait moins de pression pour eux. Et après, je comprends le fait qu'il y ait des participants qui peuvent être frustrés, mais c'est là aussi où il y a, c'est le jeu de se dire, de toute façon, il y a des rediffusions, et au pire, tu pourras voir la conf, etc. Donc, c'est plein de petits compromis, en fait, pour essayer de trouver un équilibre là-dessus. Ça, c'est le truc que vous avez fait l'année dernière, le fait que ça soit en buffet et tu te débrouilles, tu gères ton temps. Donc après, derrière, tu n'as aucune contrainte et tu n'as pas besoin de service. Moi, je trouvais ça bien, il n'y a pas de sujet. Donc, après, tu vois, c'est pareil, c'est que il y en a aussi qui se disent, dans toutes les confs où je vais, souvent, c'est vrai que c'est traiteur ou autre, et du coup, il y en a qui ont un petit peu du mal à vouloir manger tout le temps des petits canapés ou des petits fours ou autre, ce qui peut être compréhensible. ouais, mais après, dans ces cas-là, tu te bouges. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai déjà été au Jug Summer Camp, en fait, tu as envie d'aller à La Rochelle, tu vas bouffer à l'extérieur, en fait. Tu as envie de, envie de te balader. Voilà. Le cadre peut jouer, oui. Voilà, c'est... Et le Defest Nantes, c'était comment? Defest Nantes, c'est traiteur aussi, pour le coup. Et tu vois, moi j'aime bien le Defest là-dessus. En plus, en tant que participant, j'aime beaucoup. C'est super cool. La nourriture, souvent, est très bonne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis t'en as en haut, en bas, enfin, t'en as plusieurs endroits. Donc derrière, mais c'est vrai que le monde fait que c'est toujours compliqué des fois pour. Enfin, tu vas passer beaucoup de temps à attendre pour essayer de les choper et tout. Alors après, mais il y a à manger dans tous les stands. Après, c'est voilà. Mais du coup, c'est là où c'est intéressant, tu vois. C'est quand les sponsors ou quand il y a des stands ou de la bière, effectivement, qui jouent le jeu et qui proposent des choses, du coup, ça permet de varier un petit peu. Au final, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir plein de choix différents? Parce que c'est vrai que Nantes aussi, l'avantage, c'est que vu que c'est la cité des congrès en plein centre, si tu as envie d'aller te faire un petit resto à côté, c'est vraiment à côté, donc tu as juste à marcher un petit peu et c'est cool, quoi. En tout cas, il n'y a pas de critique derrière tout ça. Non, mais nous, ça nous permet d'avoir parce que je pense que c'est hyper compliqué déjà globalement d'organiser une conf. La plupart du temps, les gens sont bénévoles. Il faut faire simple, limiter le service, sur la nourriture, limiter pragmatique, convivial. Ouais, et puis limiter aussi tu vois, tout ce qui est jetable, machin, enfin essayer d'être un peu responsable là-dessus. Mais derrière, après, faut pas te prendre la tête à dire je vais proposer 12 solutions, ça vous va pas. Moi, je me ferai pas. J'ai une petite question. On va parler du côté un peu décevant. Qu'est-ce que, dans ce que vous avez pu voir, qu'est-ce qui vous a finalement déçu sur organisation, alors on peut parler, mais sur des contenus, des formats qui vous ont soit déçu ou que vous n'aimez vraiment pas, que vous n'avez pas envie de revoir dans d'autres événements en bien, et ce que vous avez vraiment aimé? Il y a peut-être des choses que vous avez vues dans l'organisation ou dans les contenus que vous pensez que c'est vraiment bien. On va commencer maintenant par ça. Si tu veux. Alors après, encore une fois, c'est des avis personnels. C'est très c'est le but. Il en faut pour tout le monde. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les confs un peu documentaires entre guillemets, où finalement tu vas pas apprendre grand-chose que tu pourrais pas apprendre par toi-même. On en a déjà un peu parlé. Moi, du coup, à l'inverse, ce que j'adore, c'est les retours d'expérience. Tu vois, par exemple, les nouveautés du langage X, la version X du langage X. Les premiers pas du langage. Ouais, et en fait, il y a des confs comme ça des fois. Donc ça, surtout quand tu payes un billet, une blinde, voilà. En fait, il y a ça. Il y a aussi ce côté, tu vois, moi j'ai moins de... Je vais pas avoir la même analyse et le même jugement en fonction aussi de si tu es dans une conf très très pro qui coûte un bras pour y aller, etc. Ou dans une conf plus familiale, où là, à la rigueur, j'ai peut-être moins d'exigences, tu vois. Mais quand tu payes plusieurs centaines d'euros un billet et qu'au final, tu as plein de... voilà. Bon, après, c'est... Voilà. Ça peut, il peut y avoir ça. Donc moi, j'aime bien le côté très retour d'expérience. J'aime bien les labs aussi, ou les universités où tu prends vraiment le temps de rentrer. Voilà. Les quickies, c'est cool. Parce que si tu te trompes de sujet, ça dure qu'un quart d'heure, voilà. Et puis sinon, ça te donne envie d'aller plus loin, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, des déceptions, après il peut y avoir des loupés. Oui, donc c'est par exemple des sujets très très classiques où tu peux creuser par toi-même, finalement, tu as l'impression de perdre. Mais qui peuvent plaire à d'autres personnes en fait. On choisit son public quand on fait un talk, je pense que ceux qui viennent, c'est ceux qui sont a priori intéressés par le sujet, donc ils veulent commencer à mettre le pied à l'étrier, à découvrir.
donc ils ne sont pas totalement déçus, mais c'est vrai que s'il y a plusieurs sujets de ce type-là, effectivement, sur plusieurs moments de la journée, ça peut peut-être... C'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir, enfin nous c'est ce qu'on fait maintenant avec certains de mes collègues, on essaye d'aller sur des thématiques qu'on ne connaît pas du tout en fait. En tant que participant, en tant que participant. Alors peut-être que du coup les experts de ces thématiques-là qui participent sont déçus, au même titre que moi je serais déçu si tu vois sur une presse Java 22, 21, etc. Mais ouais, on essaye d'aller là-dessus, sur des talks du X, du Y, d'agilité, voilà, ou des langages qu'on ne connaît pas, de présentation de Rust. Ça vous permet de sortir un peu aussi de votre zone de confort. Exactement. Donc, Exactement. Et puis finalement, les sujets qu'on connaît, comme maintenant, il y a souvent de la captation vidéo, qu'on peut avoir accès au replay, de toute façon, on n'a rien perdu, on peut le revoir après. Quoi. Donc, voilà. C'est là où tu vois, je me dis, les presses que tu appelles un peu documentaires, je suis d'accord avec toi, voir les dernières nouveautés, des fois, quand tu es habitué à faire de la veille régulièrement, ça a peu d'intérêt. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, des fois, n'ont pas forcément le réflexe ou ne savent pas trop comment faire pour faire de la veille. Et du coup, leur seul moyen de faire de la veille, c'est de venir un jour de conf. C'est pour ça. Donc, tu vois, pour des publics qui sont un peu plus jeunes ou un peu moins expérimentés, je pense que c'est ça qu'ils viennent rechercher. Ouais. Et là-dessus, il faut arriver à se dire que bon ben voilà ça moi je suis habitué à le voir, je vais pas aller à cette conf là et du coup je vais plutôt choisir un truc que je connais pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est pas mal. Il y a un bon dosage. Ouais, c'est donc ça. C'est pas que c'est des mauvaises confs, c'est que c'était pas le bon. C'était pas ce que t'attendais. C'était moi en tant que speaker qui suis pas allé au bon endroit, en tant que participant qui suis pas allé au bon endroit finalement. Ouais, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir un descriptif qui soit le plus représentatif. Exactement. Pour essayer d'attirer les bonnes personnes. Et le niveau, souvent tu peux mettre dans le CFP, je sais pas si vous le faites vous, débutant, intermédiaire. Ou avancé, tu peux mettre ça des fois et du coup tu peux te dire oula, quel public si tu es débutant là c'est mis expert, du coup je vais peut-être pas suivre, ça va aller trop vite dans le truc, ou à l'inverse si tu connais et puis que c'est mis pour débutants, tu sais que tu vas peut-être pas apprendre grand chose, donc ça c'est bien dans les ça peut être intéressant, ça tu peux mettre un niveau. Oui, il y a ça souvent. On a un niveau gamifié, tu vois. Et toi Benoît, du coup, qu'est-ce qui fait que du coup un événement est finalement excellent ou plutôt raté, ou en tout cas il peut te décevoir éventuellement? Alors pour revenir moi sur ce que je trouve en général ennuyeux, mais c'est pareil, c'est terme personnel, c'est quand tu vas dans les confs très spécialisés. Donc à un moment donné, j'ai fait du JFTL, du CFTL, enfin tu vois, du test, de l'expert, des machins, des salons du big data, des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que tu n'as que des gens qui te vendent un logiciel, mais tu ne comprends rien, tu sais à peine les features qu'ils font, enfin il n'y a rien et tu te fais chier, quoi. Enfin, c'est vraiment de la vente, tu regardes la pub, quoi. Quand c'est très axé sur des produits. Si ils font pas de démo, ils font, enfin c'est voilà, super, il y a Air France qui va venir parler 2 minutes d'un truc, oui on a fait ça, c'est génial, voilà. On essaie de dire on a réussi notre projet, mais en fait t'apprends rien et c'est vraiment super chiant en fait. Et c'est un commercial pour moi. Ça. Ouais, mais justement. C'est très intéressant de t'écouter. Donc moi c'est plutôt ce type de conf qui m'emmerde. Effectivement, quand tu t'es raté, que tu t'es trompé de salle, que tu arrives à un truc, que c'est pas le sujet qui t'intéresse, bon voilà, tu passes, mais c'est pas de la faute de la personne qui présente. Et après moi c'est un tout dans ce que j'aime, c'est une ambiance, c'est l'organisation, c'est le fait d'être détendu dans l'événement. J'ai une petite question, tu parles d'ambiance. Est-ce que le fait qu'il y ait une ambiance particulière à un événement, c'est un point important? Est-ce que pour 2 événements tech, est-ce que pour toi c'est important d'avoir des ambiances vraiment différentes, ou justement c'est toujours à peu près... Alors j'ai pas beaucoup d'expérience, on va dire, mais je trouve ça sympa le côté thématique aussi. Alors après, les 3 dernières que j'ai fait, moi c'était DevQuest, DevFest et puis Tour & Tech. C'est 3 trucs différents. Hein. T'as DevFest où ça part quand même en live parce que c'est l'idée du truc et je trouve ça super. Donc nous on est parti aussi bien en live, je pense, on n'était pas trop mal. DevQuest j'ai trouvé super bien. Mais DevQuest du coup j'ai trouvé ça super bien, le côté thématique. Où pareil on a voulu jouer le jeu à fond et comme ça permettait aussi d'avancer. Et du coup je trouve qu'il y a le lieu s'y prête, enfin tout s'y prête et je trouve que ça a super bien marché les premiers coups, donc c'était cool. Et Tour & Tech, tu retournes à la fac, tu vois, c'est un truc un peu différent, tu retournes sur les bancs, tu te gèles un peu les... c'est il fait froid, Tour & Tech, j'ai toujours pas fait, mais c'est... Il faisait froid là, la dernière fois, mais par contre c'est aussi sympa, c'est différent, moi j'ai bien aimé, les confs étaient toutes différentes par contre, t'allais...
de l'espace à la RH. Là, il y avait vraiment tout, donc il n'y avait pas forcément un thème précis et j'ai trouvé ça sympa. Parce que du coup, j'avais Florent déjà, donc c'était sympa. C'est pas fait exprès d'ailleurs. Moi, mon objectif il était double là-bas, c'était de découvrir un peu le bassin de Tours, les clients qu'il y avait, et puis rencontrer du monde et sortir un peu de tête baissée et d'y aller tout seul en mode vas-y, je respire et je vais rencontrer des gens. Quoi. C'est très important, parce que du coup, en fait, tu n'avais pas de stand à proprement parler, tu es venu juste pour découvrir. Tu étais, avec une ambition d'ouvrir une agence dans les prochaines semaines, moi. Quand même. C'est un entre-deux, finalement. Pas... Ouais, parce que tu peux pas y être. Avant, je partais en live, j'allais sans rien ouvrir une agence. Maintenant, je réfléchis. J'étudie avant d'y aller. Et pour rester sur la partie sponsor, pour vous, c'est quoi l'impact des stands dans ces événements de conférences pour le coup? Et du coup, on est hyper nul pour le monitorer, c'est une grosse frustration. Donc aujourd'hui, je ne sais pas le mesurer et je pense qu'on n'est pas très bon dans la continuité de nos actions. Donc ça, c'est un axe d'amélioration chez nous, parce que c'est assez nouveau. Après, on en a fait pas mal l'année dernière. Mais est-ce que du coup, c'est un critère qui est important en tant que sponsor de pouvoir avoir un stand? Bah ouais, quand tu dépenses de l'argent, il faut quand même pas trop en perdre, quoi. Parce qu'en fait, tu as le ticket du sponsor qui est élevé. Tu as tout le temps que tu passes à préparer, le nombre d'équipes qui passent, ça coûte le double, triple. Tu achètes des conneries. Tes gens, ils sont sur le salon, donc ils ne produisent pas, ils ne travaillent pas. Tes gars qui sont censés être en prestat sont aussi sur ce salon, donc tu défactures. Mais justement, est-ce que potentiellement tu ne serais pas plus intéressé par une autre possibilité que d'avoir un stand pour sponsoriser un événement? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Nous, il n'y a pas forcément de... Au contraire, il peut y avoir plusieurs... vous n'êtes pas forcément attaché au stand. Non, et puis par contre, quand on est investi, vous le savez, on fait aussi du mécénat pour participer. Enfin, on n'est pas suffisamment... Ça nous a bien aidé. Nous, à chaque fois, on s'implique dans ce qu'on fait. Donc, on va en faire moins, mais mieux. C'est un peu la philosophie. Tu penses à quoi, Alexandre, en disant ça? Genre juste un logo, des petites opérations de com sans avoir le stand? Parce qu'il y a des confs que en fonction du niveau de sponsorship... À la Junior, par exemple? À la Junior, par exemple, il n'y a pas de stand. Il n'y a aucun stand. En fait, c'est des kakémonos, mais il n'y a pas de stand. Mais en fait, moi, pour le coup, c'est vrai qu'on réfléchit un petit peu à... Nous, ce qu'on essaie, c'est de varier un petit peu tout, que ce soit de varier les conférences, varier les activités. Et aussi, au niveau du sponsoring, effectivement, on propose aujourd'hui des sponsorings digitaux. Du coup, où là, tu vas plus avoir une visibilité au niveau du logo, mais aussi on propose une audience sur Twitch qu'on est en train de construire là-dessus. Donc ça permet d'avoir un autre axe de sponsoring, mais potentiellement, en fait, on pourrait se dire, tiens, on pourrait dédier une scène à de la présentation. Tu vois, tu parlais de présentation de produits, plutôt que ce soit intégré dans les conférences, dans les tracks de conférences classiques. On pourrait avoir une scène dédiée où là, tu mets en avant les produits de ta boîte. Un peu genre à la Paris Web, je crois, quelque chose comme ça, ou à la Nantes Web Today, je crois que c'est quelque chose. Ah oui, au Web Today. Mais après, t'as rarement du monde dans ces trucs-là, sur les déjà, pitchs. Après, c'est un exemple, mais... Web Today en termes de nombre de personnes. Non, mais au pire, ça peut être en enregistrement. Oui, mais c'est ça. En fait, toi, tu rediffuses régulièrement. Potentiellement, ça peut être, tu vois, venir à une table ronde ou faire plein de petits ateliers de table ronde ou des choses comme ça. Tu vois, ça peut être... Enfin, du coup... Essayer de varier un peu le sponsoring là-dessus. T'as plein de trucs, tu peux payer la bouffe, tu peux payer la bière. C'est ça, tu vois par exemple le DevFest. Le meet and greet, il y a ça aussi. T'as des trucs comme ça aussi. Alors DevQuest. Tu sponsorises la soirée, par exemple, le DevFest. DevFest Nantes, c'est ce qu'ils font, c'est vrai qu'eux, ils ont un sponsor pour la soirée, donc qui est mis en avant, puis c'est lui qui s'occupe d'organiser des activités, des choses comme ça. Et ça, c'est pas mal parce que en tant que participant, le lien avec les sponsors, ça peut être un peu compliqué. Alors, de toute façon, soyons clairs, il n'y a pas de conf sans sponsor. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà, donc ça, faut le rappeler. Aussi, mais du coup, c'est intéressant cet axe de réflexion. Et sans bénévoles. Oui, parce que ça on l'oublie, mais c'est énorme. Et du coup, l'axe de réflexion est important parce que quand tu arrives à une conf en tant que participant et que tu es obligé de traverser un espace avec 50 ou 60...
c'est un peu oppressant, quoi. Enfin, ça peut paraître un peu oppressant. Dans les phases entre les confs, dans les pauses, c'est rempli de monde, etc. Et puis après, bon, tu as des boîtes plus ou moins offensives, on va dire. Oui. Voilà, donc ça peut être un peu désagréable d'avoir des. Donc du coup, ça peut être cool d'avoir peut-être moins de stands, Mais en fait, des c'est formats ça, ouais. différents, Essayer- aussi pour les participants, quoi. Essayer de chercher un axe parce que c'est vrai que quand tu as trop de stands en tant que participant, des fois, bah, tu te dis, moi je viens pour des confs, je viens pas pour enchaîner les Champs-Élysées de sponsors C'est ça, ou ouais. des choses comme ça. Donc varier, et effectivement, ça peut. Moi je trouve, en tout cas, de mon expérience de participant, je trouve que ça peut être cool de justement pas forcément chercher à avoir plus de stands parce que en fait chaque orga aujourd'hui cherche plus de sponsors parce que qui dit plus de sponsors dit plus de budget, ça c'est sûr, mais du coup peut-être essayer de proposer d'autres alternatives que uniquement des stands là-dessus pour tu vois, essayer d'attirer un peu plus de monde, quoi. Effectivement, proportionner finalement l'implication des sponsors en fonction de eux, ce qu'ils veulent transmettre, ce qu'ils veulent, les profits qu'ils veulent attirer et ce qu'ils veulent véhiculer. Et puis aussi, effectivement, les participants, pas non plus qu'il y ait trop de stands. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que si les entreprises en avaient plus peut-être la parole, peut-être pour expliquer finalement leur quotidien, parce que souvent on revient un peu là-dessus. Je viens à un stand ou je passe devant un stand, je vois le logo, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils vivent en termes de quotidien dans le métier de la tech? Et effectivement, peut-être, il y a des choses là-dessus. C'est vrai que le stand pour les sponsors, alors, en tant que participant, de voir des stands sponsors, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de discuter directement avec des personnes qui travaillent dans la boîte. Donc ça te permet de savoir un petit peu voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et ça c'est cool. Du coup, c'est vrai que si tu enlèves les stands, tu n'as pas cette proximité-là là-dessus. Donc il faut arriver à mettre en place d'autres solutions pour quand même arriver à discuter avec des gens là-dessus, quoi. Donc, Tu mets un stand de palais, un stand de fléchettes, un stand de meubles tenus par chaque boîte. Et puis non, mais c'est vrai que c'est pas. Après, tu as déjà, après, t'as des stands qui organisent des jeux. Après, d'une boîte à l'autre, c'est pas toujours. Voilà, tu as des stands plus cool que l'autre, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on vient pas à un job dating, qu'on vient à une conf. Donc, du coup, des fois. Après, c'est de moins en moins, des mais fois, des fois. Avant, il y avait les deux qui étaient couplés à Lyon, par exemple. Donc, oui, alors tu peux avoir des une moments. demi-journée, une journée. Mais maintenant, ça a été décorrélé le plus possible. Non, mais après, tu vois, des fois, juste de savoir ce que fait la boîte, c'est intéressant. Pas forcément pour être recruté, mais des fois, ça te permet d'avoir des infos ou de rencontrer du monde et puis de déclencher des opportunités par la suite. Par contre, ça ne t'empêche pas de faire une page avec les offres de job des sponsors. C'est ce que fait DevFest, par exemple. Et pouvoir, que les gens puissent postuler aux boîtes et puis dire tiens, on se rencontre ce jour J, je viens. Et ça, tu peux organiser ça. Et ça peut être aussi un service qui est payé par les sponsors. Exactement, mais ça c'est quelque chose qu'ils proposent au DevFest avec Wheel of Dev. Ils ont une page en fait pendant l'événement où justement tu peux mettre tes offres. Tu l'utilises ça ou pas? Wheel of Dev Maïf l'utilise. Il me semble il y a eu des petites émissions même enregistrées il n'y a pas longtemps. C'est sympa. Donc, nous, c'est en ligne, non. Moi, je les avais connus au tout début. Moi. Ils étaient à Lille, là, ils étaient deux. On était un des premiers là-dessus, mais je n'utilise plus. Justement, il y a un point qui est important, c'est on parle des événements tech, des sponsors et des participants, des speakers. Comment vous partagez auprès de votre entourage justement votre engouement pour ces événements-là, autant sur la partie business que sur la partie plutôt de l'intérieur en termes de participants. Comment vous encouragez auprès du coup de votre entourage, tu devrais venir à tel événement, c'est cool, et voilà, comment ça se passe? Tu veux commencer? Ouais, il y a plusieurs manières de faire. Donc déjà, nous en interne, on en parle, dire tiens, il y a tel événement qui arrive, et puis on fait des newsletters aussi à tous les consultants, en leur envoyant tiens, les événements qui arrivent, c'est ça. Et vous redescendez l'info auprès des consultants. Ouais, toujours. Et ça fait partie du service de leur donner de l'information. Et après, moi, si je vois une conf qui est sur un sujet qui plaît à quelqu'un, je lui envoie directement le sujet de la conf. C'est plus pertinent. En one-to-one, le suivi en one-to-one, du coup, c'est adapté. Ouais, plutôt personnalisé en général. Okay. Nous, de toute façon, comme je disais au début, c'est dans l'ADN de Serly, les conférences aussi bien en tant que speaker que participant.
Donc de toute façon, dès qu'il y a des confs où on a l'habitude d'y aller ou autre, en fait, c'est dans nos canaux de communication classiques, les infos elles sont partagées. Quand les CFP ils ouvrent, du coup, voilà, on incite les collaborateurs et collaboratrices à y aller, à aller faire un tour, à soumettre des sujets, tout seul ou en groupe. Et puis après, dans les entretiens annuels, on pose la question, je pense souvent, de est-ce qu'il y a des confs qui vous intéressent dans l'année, oui, non, voilà. Et puis on essaye, alors évidemment on ne peut pas envoyer toute la boîte d'un coup à une conf, mais voilà, on essaye de faire tourner, même si on n'est pas speaker, de permettre à d'autres d'y aller. Et puis sinon, comme on a l'habitude, à la pause café, quoi, tout simplement. Oui, Tiens, t'as vu, la date de telle conf a été annoncée, on y va, voilà, donc ouais, c'est plutôt comme ça de manière informelle, quoi. Et ça serait quoi le conseil que vous donnerez à des personnes qui n'ont jamais fait d'événements, de conférences comme ça, pour bien se préparer ou profiter à l'événement? Alors d'y aller avec des gens qui en ont déjà fait, Ouais. ça peut aider. Oui, c'est vrai. quoi, Oui, finalement. c'est ça. Ouais. Alors c'est parce que se retrouver tout seul à des confs, Oui. ça peut être un peu hard, hein, des fois. Voilà, donc déjà c'est bien quand il va avec quelqu'un qui connaît les lieux, qui connaît un peu les coutumes, voilà, l'ambiance et tout, c'est pas mal. Donc nous on y va souvent en groupe, donc voilà, ça aide bien. Après pour se préparer, peut-être regarder le programme. Alors le programme et puis peut-être les replays des années précédentes pour voir un peu ce que ça peut donner. Puis se renseigner, de discuter avec des gens qui sont déjà allés, comment c'était, est-ce que c'était cool, machin, voilà. Ouais. Ok. Et toi, Benoît, du coup, pour la partie sponsor, vu que c'était les premières fois que tu faisais du sponsoring, t'aurais voulu quoi comme premier conseil, par exemple, pour bien faire un stand ou des choses comme ça Afficher notre logo dessus. Oui, c'est vrai. Non, mais on a tellement joué le jeu que nous, on n'a pas été très Pas mal. vendeurs. On a pourtant un stand énorme, mais ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de conseils particuliers en fait. Ouais. Faut juste comprendre l'ADN du truc et après on y va quoi. Enfin, demander effectivement à des gens qui y ont déjà été. Donc nous le DevFest par exemple, parce que le DevQuest c'était le premier, mais DevFest quand on l'a fait, on envoie tous les ans notre équipe IT, elle y va tous les ans en DevFest. Ouais. Donc en fait elle savait comment ça se passait. Ouais. Donc Ouais, on s'est adapté en fonction de ça quoi. En gros, regarder les photos des vidéos, des événements précédents. Ouais, à peine, poser un tu petit reçois peu, ton stand, comment il est fait, et puis on y va plus, nous, la fleur au fusil. Alors j'avoue que moi, ça me dérange pas d'aller en conf, connaître personne, y aller. Oui, ça c'est le commercial qui parle. Non, parce qu'en fait, sinon tu restes, enfin aussi tu peux rester dans ton entre-soi, et du coup tu te sors pas de ta zone de confort, effectivement. Si tu veux apprendre des trucs. Après, prendre une conf à côté de chez toi, en tout cas en tant qu'usager, prendre n'importe quelle conf à côté de chez toi, ça coûte vraiment pas cher. Ouais, commencer par des meet-up aussi déjà. Oui, c'est vrai. Quand il y en a pas loin, juste sur le soir après le boulot, à 1 heure ou 2. Il y en a de moins en moins, je trouve. Il y a eu une période dorée. Depuis la Covid, il n'y en a plus du tout, enfin très peu quoi. D'un point de vue sponsor, est-ce que tu as pu voir, peut-être pas toi, mais en tout cas, tu as pu voir des sponsors qui étaient un peu en décalage par rapport aux thématiques, en tout cas, qui ont mal préparé finalement, peut-être. Oui. Ou finalement, je sais pas moi, on prévoit une machine pour faire manger et en rade. Le b.a.-ba, c'était de tester le matos. Enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui tombent un peu... Il y a des gens qui jouent choqués, pas le jeu alertés. aussi parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude non plus. Là, dans le DevQuest, il y avait des gens qui sont arrivés, ils avaient des stands vides. Oui, il n'y en a pas eu tant que ça. Oui, mais il y en a eu quand même qui sont arrivés, voilà, ils ont leur kakémono, ils ont... D'accord. Donc c'est un contenu finalement qu'il faudra peut-être préparer, soit en accueil, soit c'est pour en activité. Après, c'est que ça demande de l'énergie. Franchement, à chaque fois, à chaque fois, on développe des jeux, on fait des trucs. Franchement, ça demande beaucoup d'énergie si tu veux faire un truc sympa. Et ça, il faut avoir la motivation. Est-ce que tu as vraiment la motivation des gens pour le faire? Est-ce que tu es là juste parce que tu es là? Quand tu es une grande institution, tu es là parce que tu es là. Tu n'as pas forcément besoin... là, tu te sens obligé d'être là, mais est-ce que tu as vraiment l'envie d'y être? Est-ce que tu vas mettre une borne d'arcade ou pas? Ouais, je pense que tout ce qui va changer, c'est vraiment l'envie des personnes. Après, c'est pas un problème de moyens. Il y en a qui font assembler leur stand, poser leur stand, imprimer leur stand. Ils font rien. Non, c'est plus l'intention en fait. Pourquoi tu y vas et pourquoi tu es là. En fait, c'est ça qui change.
pour moi, le reste, nous, on avait vraiment envie que l'événement réussisse, on s'est vraiment impliqué. Voilà, on a investi pour faire un truc sympa, quoi. Ça se ressent en tant que participant, de toute façon, ce type de stand. Si tu as un stand purement RH, bah, en fait, tu n'as même pas trop envie de l'approcher, quoi. Ou des stands vides. Quand tu vois sur le stand des speakers ou speakers de la conf, déjà, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir des homologues tech aussi un peu sur les stands, avec qui tu puisses échanger. Mais si c'est purement recrutement... Et juste une dernière petite question avant de conclure. Comment vous suivez aujourd'hui l'actu, on va dire, des événements IT? Comment vous êtes au courant, par exemple, des nouveaux événements ou de la prochaine édition qui va venir ou autre? Vous avez des outils, des tips les réseaux, bien sûr. Les réseaux, ça marche bien. Twitter à une époque, moins maintenant, mais LinkedIn, c'est plus... Voilà, enfin, après... Sinon, je sais qu'il y a un dépôt GitHub avec toutes les confs. Celui d'Aurélie Vache. Qui est super bien et qui recense tout. Pas qu'en France d'ailleurs. Donc ça, c'est bien pour voir un peu toutes les confs qui existent. On voit que juin et septembre, c'est bien plein. Et puis après, c'est une conf en entraîne une autre, quoi. Donc, c'est un peu comme quand tu fais une course à pied, tu as les flyers des courses suivantes. Là, c'est un peu le bouche à oreille. Tu rencontres toujours les mêmes. C'est quand même un petit écosystème au final. Tu connais quand même vite les speakers qui se disent tiens, tu vas à celle-là. Nous, on a un service, on a 2 personnes, Auréline et Pauline, qui cherchent les événements et qui nous les donnent. Donc, je fais mon feignant, mais je veux bien le lien. D'Aurélie, pas de souci. On le partagera avec un super boulot, c'est très pratique. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de newsletter en interne pour relayer un petit peu les événements. C'est des communications qui sont vraiment séparées ou finalement c'est greffé sur des communications déjà existantes en termes de lisibilité, ça se passe comment? Nous, c'est greffé. C'est greffé en interne? Toutes les semaines, global, quoi. Genre un petit point mensuel, tiens, les infos à avoir. Vous passez par les infos officielles de la boîte. C'est ça. Ok. Eh ben, est-ce que vous auriez un petit dernier message à dire pour conclure cette petite émission? Alors, en tant que speaker, lancez-vous. Et aujourd'hui, il y a quand même tous les moyens mis à disposition pour s'entraîner, faire ses premiers pas, tout ça. Et si ça vous tente, après, il ne faut pas se forcer, mais si ça vous tente, il y a moyen d'avoir le pied à l'étrier facilement. En tant que participant, c'est cool. Privilégier les confs locales, familiales, avec la bonne ambiance, bon état d'esprit. Allez-y en groupe. Essayez. Il faut essayer, puis se faire sa propre expérience de toute façon. Parce que là, on raconte la nôtre, mais ne vous fiez pas à tout ce qu'on a raconté. Faites votre propre expérience. C'est ça, venez au DevQuest. Voilà, donc, pour les Niortais, on peut commencer par là. Yes, merci. C'était super. Merci à vous. En vrai. Est-ce que vous avez des événements à venir prochainement à annoncer? Des événements où vous serez présent potentiellement en speaker ou alors, participant aussi potentiellement. Est-ce que tu as acheté des billets là? Quels sont les derniers billets que tu as achetés? Parce qu'ils sont en vente, ceux du DevQuest? Oui, depuis mi-janvier. C'est vrai. Non, mais alors, pas la programmation. C'est possible que Serly en ait quelques-uns où on achète. Non, mais j'ai même pas soumis. Cette année, c'est un peu... Non, j'ai pas trop soumis à grand-chose. J'irai sûrement au Bricecamp, évidemment à DevQuest. Pour l'instant. Moi, je vais à Gilliard bientôt. Oui, c'est vrai, c'est le 21, 22. Ouais, c'est ça, mars. C'est bientôt là. Oui. Donc j'ai un billet dans la boîte aux lettres. Après, forcément DevQuest. Et après, nous, on est aussi sponsor du West Web Festival. C'est un autre festival en Bretagne, mais là, c'est plus orienté décideurs. Ok. Donc, du coup, c'est un petit événement en même temps que les Vieilles Charrues, c'est assez sympa. Ok, cool. Et on leur prépare des petites surprises avec de l'IA. Eh bien, super, merci beaucoup. En tout cas, on espère que l'émission vous a plu. Pour le coup, c'était un premier test en vrai de notre part. On va essayer de voir ce que ça donne après pour en faire peut-être d'autres.
ou autre. C'était cool. Et du coup, effectivement, il y a eu plein d'infos qui sont passées aussi sur DevQuest. La billetterie est ouverte depuis mi-janvier, donc n'hésitez pas à acheter vos billets pour DevQuest. Les 2 CFP sont ouverts, donc le CFP classique en tant que speaker, du coup, expérimenté est ouvert jusqu'au 16 mars. Le CFP tremplin est également ouvert jusqu'au 16 mars. Donc là, on a déjà 5 speakers qui ont poussé sur le tremplin. N'hésitez pas. Là, l'objectif, encore une fois, du tremplin, c'est on collabore avec Craft Records, Julien Topsu, du coup, de Craft Records, pour organiser une soirée meet-up. Là, on va enchaîner, du coup, 6 conférences Quickie. Avec du coup ces 6 personnes, et derrière le public pourra voter pour 2 personnes qui viendront en tant que speaker pour une première fois. À 2 il y en aura 2. Un le seul jeudi, l'année dernière. on passe à 2 jours cette année. Donc 2 tremplins, ok. Donc 2 tremplins, donc n'hésitez pas. Pareil, c'est jusqu'au 16 mars. Et puis, bonne journée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.